Donc, je vous lis en même temps donc Daniel Spoerry. C'est peut-être pas l'artiste le plus connu parmi les nouveaux réalistes, mais il les a rejoints en 1960, au moment où le groupe s'est constitué à l'initiative de Restani et de Yves Klein. Et je voulais d'abord vous montrer ce travail que je vous décris très brièvement. C'est en même temps la petite description qui est proposée en dessous. C'est que vous avez face à vous un tableau, une peinture, avec le sujet paysage, un paysage plutôt de montagne, sur lequel, donc formant support, pour que Spoerry vienne y fixer, donc il associe à ce paysage un objet extrêmement concret, tridimensionnel, qui est en fait un robinet avec un pommeau de douche qui est fixé sur le support peint. Et il présente donc ce travail comme étant directement une interaction avec la matière elle-même. Il appelle ça la douche pour la réalisation de ce qui est mi-chemin entre la lecture de l'usage de la peinture, mais cette peinture est associée à un objet. Le tableau, il n'en est pas l'auteur. C'est un tableau qu'il a lui-même non pas recopié, mais chiné, trouvé dans des lieux où on peut aller passer un peu de temps et découvrir des choses. On dit qu'il est signé Morny, c'est un paysage alpin. Il fait le choix d'y mettre une douche et l'appelle en même temps, cette proposition, détrompe l'œil. Donc, détrompe l'œil, il y a peut-être le terme trompe l'œil, qui nous est extrêmement familier. Détrompe-l'œil, donc prendre le contre-pied du trompe-l'œil. Un trompe-l'œil, quand vous allez voir l'explication, le sens, si vous voulez, qui est donné à ce terme, on précise, dans le cas ici de l'approche picturale, le dictionnaire nous dit que c'est une peinture qui vise essentiellement à créer, par des artifices de perspective, l'illusion d'éléments réels en relief. Donc tout ce travail qui est apporté par les moyens utilisés par le peintre, le jeu des contrastes, de la lumière, la disposition ici en plans successifs. Et en fait, il annule cette dimension du trompe-l'œil en plaçant la réalité d'un objet sur cette surface. C'est-à-dire qu'il va donc confronter la peinture, qui est une représentation extrêmement idéalisée du monde réel. Ici, c'est un paysage, on peut avoir un portrait, on peut avoir une scène de genre, tel que le principe de la peinture académique, la grande tradition l'a mis en œuvre, et la présence de l'objet réel vient contredire la lecture illusionniste de l'image. Parce que pour lui, vous voyez, le robinet est fixé à l'endroit même où coule la rivière, où est présente, donc presque dans la partie centrale du plan inférieur de l'image, l'eau. Donc à partir de ce moment-là, il vient greffer un élément de notre quotidien, qui est le robinet, qui est le tuyau de douche, nous ramenant au caractère le plus concret d'une salle de bain, allant au-delà de l'idée de la contemplation, de la beauté ou de la magnificence d'un paysage naturel. C'est comme si il détournait le tableau de son intention initiale, le tableau qu'il a pu trouver sur les puces, au marché aux puces, et que d'une certaine façon, il pose un regard qui est un regard de désillusion sur le monde d'autrefois, le monde idéalisé d'autrefois, peut-être aussi le fait que ça pourrait suggérer qu'il ait une approche un peu nostalgique du passé. Donc, Spoerry va décaler l'approche des choses, l'approche des propositions artistiques, il va en jouer, mais de nouveau, comme ses amis nouveaux réalistes, en intégrant un élément extrêmement concret de la vie de tous les jours.
je vous montre un autre travail qui est totalement associé à des fouilles, je dirais des fouilles sur les lieux publics, à travers les marchés. Donc, il appelle ça directement du nom de l'endroit où on peut les trouver, les puces. Daniel Spoerry aime se balader et finalement collecter. C'est aussi cette idée qu'on a déjà eu l'occasion de partager avec d'autres artistes, des mouvements donc, qui s'élaborent dans les années 50-60. Il aime collecter ce qui est en fait la trace, la manifestation des attitudes, des intérêts de ses contemporains, donc qui parlent de la société. Et puis simplement ici, il a replacé les objets tels qu'ils avaient été disposés par le propriétaire, entre guillemets. Donc, vous voyez des chaussures, il y a des poupées, il y a une vieille passoire, entre autres, placées sur un tapis. Et donc, ce sont les éléments disposés tels quels qui forment cette composition, cette petite installation, où Daniel Spoerry dit « Je ne mets qu'un peu de colle sous les objets, je ne me permets aucune créativité ». Donc, de cette manière-là, il crée des petites mises en scène à partir de ces éléments et qui sont l'expression immédiate, directe du réel qui l'entoure. Donc, Daniel Spoerry est très attaché à la présence de l'objet et vous voyez que ses interventions sont minimales par rapport à la réalité de la proposition. Après, il décide de la soumettre, cette proposition, comme étant donc le résultat d'une réflexion artistique. Avant d'élaborer des travaux comme ceux-là, Daniel Spoerry a d'abord débuté par la danse. Il a aussi énormément écrit, notamment de la poésie. Il a mis en scène des pièces d'avant-garde, donc il était très attaché au domaine de l'expression corporelle et littéraire. C'est quelqu'un qui, en 1957, c'est relatif à la petite image que vous avez devant les yeux, c'est quelqu'un qui, en 1957, a décidé de fonder ce qu'il a appelé les éditions MAT, M-A-T. Alors, les éditions MAT, je vous transcris, c'est multiplication d'art transformable. Donc, à cette époque, il séjourne à Paris et il met en place ces éditions dont il fera apparaître un catalogue qui sera lié à une exposition en 1959 dans une galerie à Paris. C'est un propos assez intéressant parce que c'est une manière de pouvoir proposer des œuvres de ces artistes contemporains qui sont multipliées. Donc, on trouve des petites mentions qui racontent un peu l'intention de Spoerry. Donc, on nous dit une première tentative de multiplication d'œuvres d'art en dehors des procédés habituels. Donc, ce n'est pas l'usage de la litho, de la gravure, du bronze, de la tapisserie. C'est multiplier l'œuvre, donc en la restituant dans une copie assez proche. Donc, produire des objets qui sont tout à fait semblables à la version d'origine, mais en réduisant le coût pour qu'effectivement, différentes personnes puissent s'approprier le travail. Alors, il a réalisé donc l'édition originale de ces objets. Il y avait 100 exemplaires numérotés, signés par les artistes. Et qui sont ceux qui ont contribué à ce projet? Il y a Yakov Agam, on aura l'occasion d'en parler, Paul Bury, Marcel Duchamp, on a déjà cité, Bruno Munari, Dieter Roth, Raphaël De Soto, Jean Tinguely, Victor Vasarely, Hans Arp, etc., Christo. Donc, des personnes qui se trouvent pour la plupart liées aussi aux nouveaux réalistes, d'autres qui sont un peu en périphérie, comme Dieter Roth qui est plutôt conceptuel, Marcel Duchamp qui en même temps, on l'a dit, est dadaïste et puis surréaliste, et qui sont très sensibles
à cette idée de ne pas travailler l'œuvre d'art rare, unique, pour qui la copie, l'exemplaire démultiplié, est aussi un élément intéressant dans le processus évolutif, si vous voulez, de l'approche de l'œuvre d'art. Donc voilà une attitude assez contemporaine, assez propre chez Spoerry à l'engagement des artistes nouveaux réalistes. Donc, comme l'écriture et la poésie fait partie de ses premiers espaces d'expression, il va le mettre en œuvre, l'associant au travail artistique en même temps, donc par rapport aux œuvres de ses amis. Daniel Spoerry, il est d'origine roumaine et suite au décès de son père, donc il porte le nom de sa mère, Spoerry, il sera élevé par un oncle en Suisse. Il va être proche de Zurich et avant de pouvoir totalement s'inscrire dans le propos artistique, on nous raconte qu'il fera énormément de petits métiers. Il sera vendeur dans une librairie, il va vendre des fruits, il sera manœuvre, garçon de café. Et toujours parallèlement, il écrit des poèmes, mais un jour, on va lui voler ses manuscrits. Et ça va le laisser extrêmement amer. Et c'est à partir donc de 57 et 57-59 que progressivement, ses engagements seront beaucoup plus suivis dans le monde de l'art. Et en 60, rencontrant Tinguely, il va rejoindre les artistes des nouveaux réalistes. Alors peut-être ce qui est extrêmement connu de Daniel Spoerry, c'est ce qu'il a appelé les tableaux pièges. Donc les tableaux pièges, le tableau qui piège des objets et les objets donc qui piègent en quelque sorte le support. Pour vous expliquer, Daniel Spoerry, il va faire des boîtes également, il va fixer, il va garder trace d'un moment particulier en venant fixer, comme un peu pour les puces, les objets sur le support. Donc Daniel Spoerry n'utilise pas la photographie, Daniel Spoerry ne travaille pas avec les pinceaux, la reproduction, par exemple ici d'une table qui serait la manière dont la table se présente à la fin d'un repas. Non, il décide de venir coller l'ensemble des éléments, donc les assiettes, les verres, ce qui reste dans les assiettes, une serviette, un couvert. Donc c'est comme si il rassemblait, collectionnait un ensemble d'objets, d'éléments usuels, quotidiens. Il l'a fait avec des collections d'épices également. Et à partir donc de ce moment-là, il va décider d'exposer, donc il va faire basculer la table qui est à l'horizontale en panneau vertical. C'est présenté donc dans les musées. Donc ce que vous voyez par exemple au centre Pompidou, je prends l'image, l'image suivante et vous pouvez découvrir sur les murs du musée. Vous avez donc les tables, entre guillemets, donc l'arrangement, l'organisation de tables multiples qui ont été, à travers les différents éléments, refixés sur un support, donc un support de bois, et disposés tel un tableau à l'intérieur d'une vitrine pour pouvoir se retrouver face à ce moment particulier. Donc, tableau piège, c'est son intention par l'objet, donc l'objet réel, avec les traces de son utilisation, est un moyen pour lui de fixer la situation, de fixer le moment sur un support particulier. Donc, ça peut être une chaise, ça peut être une table, ça peut être une boîte. Ce qui l'intéresse, c'est ainsi, il nous amène aussi à repenser la signification de cette présence dans le cadre d'un contexte culturel particulier. Et Spoerry va, à un moment donné, décider de s'improviser, si vous voulez, chef cuisinier. Il va prendre des thèmes pour mettre en œuvre des menus. Il va inviter ses amis artistes ou critiques d'art. Et à la suite donc du repas partagé, il va faire le choix d'exposer
la résultante de ce moment-là. Donc ça, quand il parle de l'importance de repenser le contexte dans lequel ces éléments sont présents, c'est de nouveau pour élargir, si vous voulez, la place de l'art dans le quotidien. Donc on aura une grande exposition organisée, intitulée 723 ustensiles de cuisine dans une galerie parisienne en 63, qui, nous dit-on, offre pour la première fois à Daniel Spoerry l'occasion de lier ces tableaux pièges au fonctionnement d'un véritable restaurant que lui-même donc va animer pendant une semaine. Donc il fait des choix. Donc les menus sont serbes, hongrois, suisses. Celui que vous avez vu était le hongrois. C'est servi par les critiques d'art. Il y a notamment Restani, Jouffroy, Ragon. Et c'est à la suite donc de ce partage qu'il va créer ces tableaux pièges qui sont donc redressés dans les lieux habituels donc de présentation de l'art. La toute première fois que ça s'est mis en œuvre, c'est en 61 à Milan, dans une galerie chez Arturo Schwarz. Et puis ça va se répéter les années suivantes. Vous voyez, en 63, on est sur Paris, 64 à New York, 65 à Zurich, 68 à Düsseldorf, 75 à Milan. Donc c'est vraiment un principe que Daniel Spoerry va déployer énormément à travers le temps, qui va peut-être devenir la manifestation la plus caractéristique de son attitude artistique. Donc il s'approprie de manière tout à fait objective une réalité à travers lesquelles cette réalité se lie par la présence des objets. Et ce qui intéresse aussi Spoerry, c'est de se demander d'où vient l'ordre dans lequel on dispose les choses. Ici, c'est la résultante d'un temps partagé, ordre, désordre en quelque sorte. C'est comme si c'était des fictions qui étaient alors redécouvertes dans une galerie ou dans un musée. Mais à partir de cette notion, on arrive finalement à des grands thèmes, comme le thème du banquet ou le thème de la dernière scène qu'il va faire revivre en Italie avec un contexte très spécifique. Donc, si vous voulez, Daniel Spoerry est quelqu'un qui va réinterroger certains moments particuliers de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'image, mais en s'attachant véritablement à l'objet et à ce que l'objet évoque, raconte de ce qui est vécu, partagé par l'humain à un moment précis. En 76, il va ouvrir d'ailleurs le musée des fétichismes. Il va ouvrir une boutique des aberrations. Donc, c'est vraiment collecter un ensemble de manifestations matérielles qui expriment, qui racontent le mode de vie de ses contemporains en cherchant évidemment des relations avec l'évolution de certains propos ou de certains concepts artistiques. Voilà ce que nous dit un petit extrait du catalogue au niveau du centre Georges Pompidou. On dit « Spoerry fixe ainsi l'écoulement du temps. Il donne un statut d'éternité à la banalité d'une situation éphémère. Cette mise en observation des activités nutritionnelles s'illustrera à de nombreuses reprises, par exemple à partir de 70 dans une galerie de Düsseldorf. Donc là, je vous expliquais, il invite ses amis, il prépare des menus, le repas est partagé. Il organise aussi des repas commémoratifs, comme on dit la dernière scène, un banquet funèbre de nouveau réalisme à Milan en 1970. Et l'idée est aussi pour lui, par la suite, d'établir la rédaction de livres de cuisine, donc par rapport à l'ensemble des différents plats qu'il a pu mettre en œuvre et faire partager. On dit par-delà le caractère festif de ces activités, qui rapproche Daniel Spoerry donc du mouvement Fluxus, on aura l'occasion de parler de ce mouvement-là d'ici quelques semaines, le questionnement de ces pratiques humaines permet à l'artiste de dépasser l'esthétique de l'objet usagé pour atteindre une réflexion anthropologique. Devenu ready-made, donc objet tout fait, ces natures mortes réelles, donc composées à partir des objets qui sont dans des boîtes, qui sont sur des chaises, qui sont sur des tables, interrogent la fragilité de la frontière qui sépare l'art de la vie, puisque la volonté des artistes nouveau-réalistes est d'essayer de ramener justement l'art au concret, dans le quotidien, en contact avec le développement
de l'existence de la vie de leurs contemporains. Donc voilà. Alors, cette idée d'utiliser, si vous voulez, le repas, l'idée de la table, de garder les restes, les traces de ce qui a pu être partagé. En fait, je me permettais de glisser cette image parce que c'est un thème qu'on retrouve il y a déjà bien fort longtemps dans des moments donc d'une histoire de l'art ancienne. Je vous ai pris cette image qui est assez connue, qui est intitulée « Les restes du banquet ». On appelle ça aussi le pavement non balayé. La technique utilisée, c'est de la mosaïque, donc c'est un ensemble de petits carrés, de petites aisselles faites de pâte de verre et des mots colorés, à l'aide desquels, donc ici Héraclitos, donc Héraclite, va recopier des mosaïques de Pergame et qui correspondent à une attitude qui était celle mise en œuvre lors des grands banquets dans l'Antiquité, où sur le sol étaient jetés certains éléments. Alors vous pouvez peut-être arriver à en reconnaître. Il y a par exemple une arête de poisson, on peut voir des petits os de poulet, il y a des fruits, il y a des petits mollusques, des coquillages qui apparaissent. Donc c'est un fragment d'une fresque plus importante. Donc ici, celle-ci est conservée au musée du Vatican et elle appartient à une manière de faire, si vous voulez, du IIe siècle. Alors, on nous dit à Rome, pendant le repas, les convives ont jeté sur le sol ce qu'ils ne mangeaient pas. D'autres restes sont demeurés sur la table. Se conserve la valeur sacrée des aliments, selon des écrits de Pline l'Ancien dans son histoire naturelle, qui peut apparaître comme étant aussi le premier texte à travers lequel on a des évocations à contenu artistique, donc cette histoire naturelle. Il était interdit de ramasser ce qui était tombé par terre, attribuant aux défunts les restes de la table. Et les dieux assistaient au repas des humains. Donc la table permet d'accueillir les multiplicités figurales, ou des figures qui attendent d'être vues, qui commencent par une séquence de gestes précis, concrets, techniques, l'art de dresser ou de préparer la table, puis de consommer. Et voilà, ce qui n'est pas mangé est jeté par terre, et c'est là que se fait le rapport entre l'humain et ce qui relève du monde divin, donc qui prend une dimension sacrée. Depuis la représentation de scènes de sacrifice dans la Grèce ancienne, ou bien la table dans la Rome antique, jusque dans nombre de survivances contemporaines. Donc, c'est là que je me permets de faire le lien avec l'attitude des tableaux-pièges de Spoeri. Peut-être juste ici rappeler un terme que reprend dans un ouvrage le philosophe Georges Didier Huberman, qui dit que le mot tableau, tableau-piège, le mot tableau vient directement d'un mot latin extrêmement banal, tabula, qui veut dire une planche simplement. Donc, une planche à tout faire. Une planche à écrire, à compter, à jouer, mais une planche à manger, donc une table, une planche à ranger, une planche à déranger. Donc, il y a aussi directement de la part de Spoeri une évocation presque étymologique du terme tableau, tabula, qui est commun avec le mot planche, qui est aussi une planche d'atlas sur laquelle on peut retrouver, par exemple, un ensemble d'évocations donc de plantes ou d'animaux ou de situations géographiques, etc. Donc voilà, Daniel Spoeri, donc de réinterroger certaines particularités de l'histoire de l'art en même temps qu'il utilise finalement une spécificité dans l'ensemble de ces éléments rassemblés, collectés, qui parlent de la vie de tous les jours, comme les anciens pouvaient le mettre en œuvre également. Voilà, encore une démarche particulière, donc qui est différente de celle des autres artistes ayant cité Klein, Tinguely, Niki de Saint-Phal, Armand, César. Vous voyez, chacun d'eux a quelque part une proposition qui est presque une signature, qui permet très vite de le reconnaître et qui n'est pas utilisée par quelqu'un d'autre au sein du groupe. Donc la majorité de leur démarche se fait aussi par l'usage de la tridimensionnalité et propose finalement d'effacer les frontières entre les disciplines bien séparées antérieurement. On mélange et des éléments qui touchent à l'histoire de la peinture et à la réalité tridimensionnelle, et on élargit finalement les
les concepts plus académiques, plus anciens. Alors, ce que je vous signalais aussi, c'est que par rapport à cette manifestation qui va se traduire par une proposition qui est une œuvre d'art, elle s'est inscrite dans un temps, elle s'est inscrite dans un processus dont on garde des moments, soit par l'usage de la photographie, on pourrait imaginer par la suite des petits films qui seraient mis en œuvre. Donc, la question à laquelle on peut essayer de répondre, donc cette notion, l'artiste avec son propre corps interagissant dans un lieu pendant un temps déterminé, parfois face à un public, donc déploie ce qu'on appelle l'action, la performance. D'où cela vient-il? Donc, en France, les nouveaux réalistes y contribuent. Donc, que ce soit Armand, que ce soit Klein, que ce soit, comme ici, Spoerry. Nous avons cité l'émergence aussi de cette attitude sur le sol américain, avec Rauschenberg, avec Merce Cunningham, avec Alan Caprow, avec Segal qui le découvre aussi. Mais en fait, ce n'est pas du côté parisien, européen, ce n'est pas du côté américain non plus que les premières propositions se sont mises en œuvre, ont émergé, mais c'est lié à un contexte, j'allais dire, un contexte politique extrêmement grave. En fait, il faut se tourner vers le Japon. Et pour introduire un peu le moment qui a après généré le développement de l'action, je vous montre une des photos qui a été préservée de cette époque où le Japon va subir l'attaque donc de l'Amérique, le 6 août 1945, le jour où la bombe atomique va exploser à Hiroshima. On dit précisément à 11 heures passées. Et donc ça, c'est un petit format photographique qui montre justement l'attitude de cette population. Elle est aussi dévastée que ne l'est l'espace qu'il découvre, donc qui est totalement une surprise. Rien ne permettait de s'attendre à cet agissement. Et ici, Matsushige Yoshito est un photographe reporter qui vivait à quelques kilomètres du lieu de la déflagration, de l'endroit où tout a été détruit, donc à Hiroshima, et qui a eu l'opportunité de prendre quelques clichés photographiques. Alors, vous voyez, l'image ne nous apparaît pas totalement nette. On précise que c'est à cause de la radioactivité, que donc c'est impossible pour lui d'arriver à aller au-delà du flou. Certaines de ces photos seront présentes dans les journaux locaux. À partir de ce moment-là, le Japon, la ville d'Hiroshima, va prendre une place à l'échelle mondiale. Et certaines personnes, certains historiens disent même qu'on passe dans un autre âge. Il y a quelque chose qui nous amène à un dispositif très large, presque objectif, une espèce de mondialisation qui va débuter à ce moment-là. Hiroshima était un centre important, stratégique, qui assurait la défense terrestre du sud du Japon. Et donc, les États-Unis choisissent ce lieu, mais vous le savez probablement, ce n'est pas le seul endroit, puisque peu de temps après, à Nagasaki, on a ici une photo d'un autre photographe, Yamahata Yosuke, à Nagasaki, donc également, une bombe va être lancée et explosée. Ici, c'est une sorte de tranchée dans laquelle on peut voir sur le bas-côté à gauche, donc autant d'éléments détruits matériellement que de vie, de corps qui sont inertes. Et là, il y a très très peu d'images qui subsistent parce que très rapidement, l'Amérique va déployer une censure pour éviter que par l'image, on ne puisse mesurer l'ampleur de leur action et du désastre que ça a causé.
Alors, ces manifestations, donc ces deux bombes, interviennent la première le 6 août, la seconde le 10 août 1945. Et il faudra attendre 10 ans, en 1955, pour qu'alors le japonais, l'artiste japonais, ait pu choisir la forme qui lui semblait la plus adéquate pour réagir par rapport à cette réalité. Donc, 10 ans après l'explosion de la bombe, Katsuo Shiraga va proposer une performance, la première performance, semble-t-il, qui existe. Elle a duré une vingtaine de minutes. On est à Tokyo, dans un jardin, donc dans un espace en même temps qui est fermé, hein, mais qui est à l'air libre. Et peut-être arrivez-vous à voir, donc l'artiste est la personne qui est en train, non, je ne sais pas comment dire, peut-être de se débattre, en tout cas d'interagir avec la boue, avec l'argile, donc un matériau premier, matériau énormément utilisé à travers les cultures anciennes, hein, pour la fabrication soit de peaux, soit de tablettes. Il y a quelque chose comme ça d'un retour à un dispositif fondamental qui est vu et en même temps qui est filmé pendant la durée donc de sa performance. Vous voyez qu'il a un short blanc et le public ne comprend pas. Le public est totalement stupéfait. À chaque fois, l'artiste se déplaçant, donc laisse trace et efface les traces que son corps installe dans cette matière. Il y a quelque part comme une espèce de négation de soi. Et Katsuo Shiraga de dire en 1956 qu'il ne restait rien de lui. Son action est interprétée comme un acte de renaissance ou un acte de purification. C'est-à-dire que Katsuo Shiraga utilise sa présence, son corps, au service de ce qui est arrivé à sa nation, au peuple. C'est comme si c'était un rite de passage, quelque chose qui montre le glissement vers un autre temps. En même temps, ça pourrait se rapprocher de certaines célébrations traditionnelles où des jeunes gens sont couverts de pagne et puis positionnent avec la boue par des gestes, une espèce positionnent cette boue sur eux, enduisent le corps comme pour se protéger. Donc, ça convoque en même temps des attitudes extrêmement traditionnelles. En même temps, quand on parle de la boue, de l'argile, il y a une référence à la notion de la cosmogonie, comme une explication de l'origine, de la création du monde. Donc, Katsuo Shiraga lutte avec les éléments dans l'idée de revenir, de faire un retour à la vie originelle, comme pour mettre de côté, si vous voulez, cette phase de destruction horrible qui a été causée par l'explosion des deux bombes atomiques. Donc, c'est au Japon que ce type de proposition va être faite et va être découverte progressivement, donc bien au-delà des frontières. Et au cas où vous seriez intéressé, je vous cite ici donc Laurence Bertrand d'Orléac. J'ai déjà eu l'occasion de la mentionner. Elle est docteure en histoire, elle est docteure en histoire de l'art, et elle a ce souhait à chaque fois de replacer l'œuvre d'art dans son contexte pour en comprendre son origine et en même temps en comprendre toute la portée. Donc ici, c'est un ouvrage qui a été édité chez Gallimard en 2004, L'ordre sauvage, violence, dépense et sacré dans l'art des années 50-60. Donc on est vraiment ciblé sur la période qui nous intéresse. J'ai déjà fait plusieurs fois référence à certains de ces propos. Alors, cette époque des années 50-60 est une époque où il y a énormément de réflexions nouvelles. Il y a beaucoup de bousculements, de bouleversements des codes anciens, donc par rapport aussi à ces manifestations, Deuxième Guerre mondiale, guerre d'Algérie, que je vous disais, ici interaction avec la bombe atomique. Donc en fait, certains regroupements d'artistes
vont se mettre en œuvre. Et sur le sol japonais, c'est un groupe qu'on appelle Gutai. Donc Gutai, le groupe Gutai, auquel vient se joindre Katsuo Shiraga. Et ce groupe Gutai va réaliser pour la première fois une exposition en 1955 à Tokyo. Gutai, ça veut dire concret. C'est allier son propre corps à des matériaux, parfois aussi y joindre certains outils, mais comme si l'art devait retrouver un niveau zéro, repartir de rien et repenser véritablement la notion de la créativité. Donc, l'importance du matériau, mais le rôle important du corps, du geste, de l'engagement de la personne, développant un art qui sera un art éphémère, qui est celui donc de l'action ou de la performance. Donc les Américains vont reconnaître, Alan Caprow, Merce Cunningham vont reconnaître l'importance de Gutai et de ses agissements, donc sorte de happening que les Américains vont déployer au même moment, même si on peut être dans une réaction de violence, une interaction qui est extrêmement violente, ce qui sera déployé par Fluxus également, donc sur le sol allemand. Il y a une attitude, si vous voulez, de révolte qui anime certains artistes par rapport à une réalité qui peut être politique. Donc l'art va s'associer à de la provocation, va s'associer à de la destruction, ça ira même jusqu'à la dimension des sacrifices. Les artistes vont revivre des rituels et vont détourner certaines dimensions de la tradition. Et justement, Laurence Bertrand d'Orléac relève que ces manifestations violentes et destructrices sont essentiellement présentes chez les artistes donc au Japon, en Allemagne, on va retrouver ça en Autriche également, et même en Italie. Donc en fait, des nations qui vont vivre soit directement la guerre ou un rapport assez brutal à la guerre et être secoués. Et certains artistes devront passer par ces actions, par ces performances, par cet engagement de leur corps et interagissant avec leur corps ou sur leur corps, pour certains, à des fins thérapeutiques. Donc c'est là que Nikita Saint-Phal avait aussi cette relation par ses tableaux-tirs et par cet engagement à une double forme de libération de sa propre histoire et puis par rapport à la guerre d'Algérie. Donc elle n'est évidemment pas la seule et il y a déjà des personnes qui ont précédé avant elle à la mise en œuvre donc de ce travail avec le corps ou par le corps. Shiraga, avant de faire ce défi à la boue, il avait commencé la peinture au doigt, donc travaillant avec le doigt et la matière colorée en laissant de côté l'outil. Alors Laurence Bertrand d'Orléac dit ceci: il fallait à tout prix relire Tzara, donc Christian Tzara qui est surréaliste, pour saisir à quel point les artistes des années 50-60, qui cherchent des solutions un peu partout dans le monde, doivent à Dada de le faire en toute conscience d'appartenir à une tradition du désastre. Donc Tzara est membre de Dada, continue donc Dada avec le surréalisme, tradition du désastre, non pas nihiliste, donc non pas là où il n'y aurait plus rien, comme on l'a souvent répété, mais archi-critique. Archi-inquiète, archi-énergique. Il faut songer à d'autres guerres, surtout à celle de 14-18, pour mesurer combien des générations peuvent avoir en commun le dégoût d'un monde qui s'est enfoncé dans l'horreur et naître dans l'urgence d'imaginer des contre-pouvoirs, sans mort, des sociétés primitives, violentes encore, mais dans l'espace sacré d'un art réinventé. C'est chez Dada que l'on trouve déjà les vertus des origines de la spontanéité, et c'est pour cela qu'il faut d'abord hurler. Dans ces conditions, penser la création relève forcément d'un acte violent, comme un coup de revolver cérébral. Donc, à partir de Dada, je vous rappelle, qui s'est élaboré pendant la Première Guerre mondiale,
et puis qui sera relayé par le surréalisme, certains de ces artistes donc vont intégrer dans le propos artistique une relation violente, destructive avec le réel, quelque part, relançant une dimension rituelle, comme les sociétés primitives pouvaient le mettre en œuvre, donc recréant par l'art un espace sacré à travers lequel donc ils vont défendre certaines valeurs ou remettre en cause certaines valeurs. Et juste peut-être terminer, voilà, par cette double image, vous voyez, je vous reglisse Kazuo Shuraga qui fait une performance justement lors de cette exposition à Tokyo en 1955 du groupe Gutai. C'est un groupe donc qui dure jusqu'en 72. Vous voyez, Shuraga est suspendu à une corde et ses pieds viennent étaler de la peinture, donc posée sur le sol, à même un support. Et c'est ces balancements, c'est cette dynamique du corps, quelque part, c'est une forme de chorégraphie avec des mouvements qui sont totalement aléatoires et qui créent une dynamique continuelle. Son corps devient un peu comme le pinceau, devient un peu comme la brosse. Donc c'est ce temps de la mise en scène du corps créant la peinture qui est importante. Alors, je vous le mets en regard avec la démarche que nous avons citée la fois passée de Klein, les anthropométries de la période bleue, qui sont également une démarche de performance, mais peut-être pour mettre en évidence une attitude tellement différente. Je choisis d'utiliser ce terme. Shuraga est au service de la nation japonaise, de son pays, de la dureté imposée au peuple par la présence des bombes, et quelque part, sa gestuelle s'inscrit dans une relation où il est au service d'une dimension qui le dépasse, tandis que Yves Klein, j'ai le sentiment qu'il est plutôt une personne qui se donne à voir, je vais utiliser ce terme un peu comme étant chef d'orchestre de cette séquence où il enduit le corps de cette peinture bleue et puis dirige le corps à l'aide d'un mouvement pour venir déposer cette empreinte bleue sur la feuille. L'engagement de l'artiste n'est pas le même. Il est plus égocentrique du côté de Klein et il est au contraire totalement ouvert du côté de Shuraga. Shuraga, d'ailleurs, est devenu enseignant à partir de 68. Il enseignait la peinture à Osaka. Il a beaucoup cherché à ouvrir aussi la connaissance, la curiosité de ses élèves à ce qui se faisait en Occident. Et puis, nous dit-on, en 1971, il va rentrer dans un monastère bouddhiste et deviendra un moine appelé Sodo Shuraga. Donc, l'approche que l'art lui a permis d'avoir le conduira totalement vers la relation au sacré. Ce qui n'est pas vécu dans cette même forme, j'allais dire, d'oubli de soi ou d'intériorité de soi chez Yves Klein quand il déplore et met en œuvre cette performance dont il croit être initiateur en 1960.